Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour reparler un petit peu des animaux fantastiques, non pas malheureusement pour aborder la suite tant attendue avec beaucoup de ferveur et beaucoup de croyance et d'espoir d'un quatrième volet qui aurait de toute façon, vous le savez, toute sa place dans les salles de cinéma, mais pour aborder, et c'est très bien tout de même, un personnage de cette nouvelle saga proposée depuis 2016 par J.K. Rowling au travers des 3 volets donc cinématographiques déjà sortis sur les 5 qui sont prévus au programme et dont nous attendons la livraison des 2 derniers avec, encore une fois, beaucoup d'impatience. Ceci était un message personnel à destination de la Warner Bros. Aujourd'hui, nous avons voulu revenir sur le personnage, peut-être pas forcément central, mais en tout cas particulièrement impliqué et intriguant qu'est Queenie Goldstein. Véritable révélation en fait de cette nouvelle aventure proposée par J.K. Rowling, le personnage de Queenie Goldstein, tant dans son développement que dans son interprétation d'ailleurs excellente par l'actrice Alison Sudol, ne pouvait pas franchement laisser de marbre les spectateurs et fans du monde magique. Tout dans ce personnage est en fait absolument frappant, que cela soit dans son histoire familiale, dans son histoire professionnelle, amoureuse et engagée. Mais dans cette vidéo, plus que de revenir sur l'histoire de ce personnage, que nous avions déjà traité d'ailleurs en grande partie, nous avons souhaité prendre un angle un petit peu plus précis en nous posant la question de savoir comment Queenie Goldstein vivait-elle en réalité son don au quotidien. Dernièrement, nous avons fait une vidéo que vous avez d'ailleurs appréciée et qui vous a vraiment plu en fait sur la question de l'occlumencie et notamment sur le fait de savoir pourquoi cette matière ne bénéficie pas d'un enseignement régulier à Poudlard alors qu'elle peut quand même se montrer vachement pratique en temps de guerre. Forcément, qui dit occlumencie dit légilimencie et nous avions abordé quelque peu cette discipline magique dans cette vidéo en faisant notamment le lien avec Queenie Goldstein sans pour autant nous y attarder. Donc, on a eu envie, évidemment, dans cette vidéo, peut-être de revenir un petit peu plus longuement sur ce sujet-là. Alors, pour les retardataires, ça arrive toujours, la légilimencie pourrait grossièrement être définie comme étant l'art de lire les pensées, si l'on prenait cette expression très moldue, que le professeur Rogue ne manquerait pas de mépriser à outrance. Comme il le souligne lui-même, l'art de la légilimencie ne se résume pas à la lecture de la pensée d'autrui. En tout cas, pas au sens où nous avons coutume de l'entendre. Clairement, nous ne sommes pas dans une dimension un peu à la X-Men avec le professeur Xavier où il suffirait globalement de se concentrer pour lire les pensées, tout du moins selon Rogue. Dans la réalité, c'est quelque chose qui semble être un peu plus difficile car la légilimencie semble être quand même une branche de la magie qui ne bénéficie pas d'une connaissance particulièrement détaillée. Alors on a écouté Severus Rogue, on considère déjà qu'être un bon légilimens ne peut s'acquérir que par la pratique. Il semble de fait exclure totalement le fait que cette magie puisse être une magie innée, ce qui n'est en définitive pas le cas. Pour lui, même le meilleur des légilimens, en l'occurrence Lord Voldemort à son époque, ne peut qu'accéder à des bribes de souvenirs ou à des parties de la psyché de l'individu qui en fait les frais. Il peut cependant effectivement altérer les souvenirs, détraquer les cerveaux de ses victimes, allant probablement d'ailleurs jusqu'à causer la mort de ces dernières. Rogue pratique également, on le sait, la légilimencie. Ce que nous découvrons dans la saga des animaux fantastiques, c'est que cette capacité magique n'est absolument pas réduite, entre guillemets, à une pratique apprise et exercée de cette capacité au sens scolaire du terme. Mais nous découvrons en effet qu'il peut bien et bien s'agir d'un don tout à fait inné, dans le sens où un sorcier, en l'occurrence une sorcière dans notre cas, peut naître avec cette faculté. Au moment de la sortie du premier volet, certains fans avaient d'ailleurs notamment considéré que le fait de placer la légilimencie dans une dimension innée, comme c'est le cas pour Queenie Goldstein, relevait en fait d'une incohérence par rapport à ce que nous avions appris sur le sujet dans Harry Potter. Pour notre part, nous ne sommes pas du tout sur la même ligne, dans la mesure où nous considérons qu'en réalité, il n'y a pas d'incohérence, et ceci pour au moins en fait 2 raisons. La première, c'est que l'on sait pertinemment que Severus Rogue n'administre pas ses cours d'occlumencie à Harry Potter par choix, ni par une véritable volonté pédagogique, et encore moins par plaisir, puisqu'il s'agit d'une demande expresse émise par le directeur de Poudlard et qu'il perçoit d'ailleurs comme étant une contrainte absolument infernale et insupportable à vivre. Severus Rogue n'a pas l'intention de s'attarder au-delà de ce qui est nécessaire avec Harry Potter pour ses cours d'occlumencie. Il semble donc tout à fait logique qu'il ne s'étende pas outre mesure sur le sujet, ne tente pas de développer les différentes formes de légilimencie qui peuvent exister dans le monde magique. Deuxième raison, il est tout à fait possible d'ailleurs
d'ailleurs que ce soit la bonne raison, en fait, il faut quand même envisager la possibilité que Severus Rogue ignore également que la capacité de pratiquer la légilimencie peut constituer une forme en fait de don inné. Rogue n'a pas la science infuse malgré toutes ses connaissances, soyons clairs là-dessus, et ce n'est pas non plus son domaine de prédilection. Il est très bon, peut-être effectivement dedans, mais il ne semble ni avoir reçu d'enseignement particulier, ni avoir eu une expérience autre que celle de côtoyer Lord Voldemort en la matière. Il est également possible que ce don de légilimencie soit particulièrement rare à la naissance, et c'est d'ailleurs ce qui nous amène en fait à la troisième raison de tout cela, c'est qu'au final, on sait très bien que certains sorciers naissent au moment de leur naissance avec des aptitudes et des dons qui ne sont pas nécessairement partagés par d'autres sorciers. Pour simple exemple, la question du fourche-langue, la langue des serpents parlée par Salazar Serpentard, qui semble s'être transmise de manière très régulière au sein de ses descendants, et ceci jusqu'à la famille Gaunt, et donc Lord Voldemort lui-même qui parle le fourche-langue. Le fourche-langue n'est pas quelque chose qui s'apprend, il s'agit d'un don, certes très mal vu, mais qui demeure inné. Comme certains sorciers ont des particularités dès la naissance avec certaines aptitudes, cela veut dire qu'être doté du don de légilimencie dès la naissance n'est pas plus délirant sur le papier que de parler le fourche-langue ou que d'hériter par exemple du don de clairvoyance ou de voyance, comme ce fut le cas de manière effectivement certes imparfaite mais existante pour le personnage de Sybil Trelawney. Là-dessus, les choses évidemment sont évidentes, il n'y a pas d'incohérence majeure contrairement à tout ce qui a pu être dit sur le sujet. Difficile donc d'entrer, on vous l'expliquait, dans cette logique d'incohérence perçue par certains dès la sortie du premier volet. Il est noté d'ailleurs de manière très habile que cette aptitude de Queenie lui vient naturellement, ce qui accroît cette logique de don. Ce qui pose peut-être plus de problèmes et nous intéresse donc en premier lieu, c'est évidemment la question en fait du contrôle qu'elle opère ou non sur ce don, et c'est à ce sujet-là qu'on souhaitait faire une vidéo. Contrôler des dons dans le monde magique n'est pas toujours quelque chose de simple et semble répondre à des règles qui relèvent en fait davantage de l'instinct que d'autre chose. En l'occurrence, si on prend l'exemple du fourche-langue dont on vous parlait précédemment, on sait que Harry Potter le pratique de manière très instinctive, sans même en avoir conscience la majorité du temps, tout du moins s'il n'y prête pas garde. On a exactement le même type de phénomène, le même type de problème avec, par exemple, Sybil Trelawney, dont les prédictions et les prophéties tombent à des moments auxquels on s'y attend probablement le moins et qui sont parfois un peu surprenants. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui est assez logique et nous n'avons pas véritablement de doute sur le fait que, pour ce qui concerne Queenie Goldstein, nous sommes clairement dans le même genre d'approche. La pratique de ce don est naturelle, le contrôle, lui, peut parfois cependant échapper évidemment de manière assez régulière. Les 3 volets des Animaux Fantastiques nous ont permis de suivre quand même une certaine évolution du personnage, de la timide employée au service des permis de port de baguette du Congrès magique des États-Unis d'Amérique jusqu'à la plus ou moins fidèle, fanatique soutien de Gellert Grindelwald, ce qui nous a permis également de suivre effectivement l'évolution de ses capacités et le contrôle qu'elle pouvait opérer à ce moment-là sur ses dons. L'enfance de Queenie Goldstein a été documentée par J.K. Rowling de manière non pas très précise, mais donne assez peu d'indications quand même sur la manière dont Queenie a vécu cette aptitude dès son enfance. On ne sait pas à quel moment en fait elle a pu véritablement prendre conscience de ce don, ni à quel moment elle a commencé vraiment à en faire usage. Si on se fie aux différentes observations que l'on peut faire dans le cas des autres enfants dotés de particularités magiques, on peut imaginer qu'elles commencent à se développer durant l'enfance et ne font que s'accroître l'âge avançant. Compte tenu du potentiel qu'un tel don peut conférer à son porteur, il semble assez évident que très rapidement, il aura fallu procéder à un certain encadrement et un apprentissage de ce dernier des règles qui régissent évidemment la légilimencie. On sait que les parents de Tina et de Queenie Goldstein sont décédés de la dragoncelle durant leur enfance à une date assez indéterminée. Il est donc possible que l'appréhension de ce don ait commencé d'abord dans un cercle familial et se soit poursuivie durant la scolarité de Queenie au sein de l'école de magie Ilvermorny, où effectivement un encadrement pédagogique a pu probablement l'aider un petit peu plus et a réussi à remplir ses missions. Durant l'enfance, on peut imaginer que Queenie Goldstein vit son don de manière assez différente en fonction des périodes. Parfois, elle doit pouvoir s'en amuser car cela lui donne nécessairement une longueur d'avance sur tout le monde, et notamment sur sa sœur. Et parfois, on peut imaginer que ce don représente quand même quelques difficultés, même un lourd fardeau, car si elle ressent tout et perçoit tout, forcément, elle va se heurter à un moment, un ou
ou à un autre de manière beaucoup plus violente que qui que ce soit à d'autres émotions humaines qui sont, on le sait, rarement positives en permanence et peuvent même être malheureusement violentes et encore plus pour une jeune fille, une jeune adolescente ou encore une jeune femme. Le fait de percevoir les émotions et les pensées des gens qui l'entourent peut donc être un phénomène particulièrement déstabilisant à vivre au quotidien pour une jeune enfant et qui ne va faire que s'accentuer au fur et à mesure de sa croissance et donc de sa compréhension véritable de toutes les complexités des âmes humaines. On a le sentiment que dans la majorité des cas, le don de Queenie est contrôlé dans le sens où nous n'avons quand même pas le sentiment qu'elle soit en perte totale de repères ou suffisamment dépressive pour nous laisser penser qu'il s'agirait d'une sorcière qui serait en fait totalement dépassée depuis un bon moment par son don. Mais bon, franchement, alors c'est possible, mais c'est vrai que c'est pas la thèse de premier abord que nous retiendrions à ce stade, bien au contraire. En réalité, c'est plutôt, quand on regarde les choses, l'entourage de Queenie Goldstein, en fait, qui semble se méfier de son don et de sa particularité plutôt que le contraire. Là où Queenie est une jeune femme qui recherche le contact social et ne semble pas renfermée du tout sur elle-même, on sait que son don au sein du Congrès magique des États-Unis d'Amérique gêne de nombreuses personnes, raison pour laquelle elle est cantonnée à un sous-service qui ne sert pas à grand-chose alors que ses pouvoirs et ses dons pourraient se montrer d'une très grande efficacité dans un tout autre cadre d'action comme celui par exemple de la justice magique ou même pourquoi pas au service des aurores. En l'occurrence, il n'est pas naturellement facile pour n'importe qui de se dire que l'on fait face effectivement à quelqu'un qui peut ressentir nos émotions et percevoir en permanence nos pensées sans que l'on s'en rende compte. Ce qui vient expliquer cette forme un peu d'ostracisation qui, pour le coup, n'est probablement pas quelque chose de très aidant et qui, au fur et à mesure, va finir par peser évidemment sur Queenie. Cela semble même d'ailleurs assez évident dans la mesure où on peut véritablement parler d'une exclusion assez criante en raison de capacités qui dépassent les aptitudes des autres sorciers. Évidemment, Queenie Goldstein, pour nous, c'est autre chose qu'une simple secrétaire qui vient servir le café à des gens en réunion. Queenie Goldstein peut éventuellement parfois se demander pourquoi la nature a fait d'elle une sorcière dotée de cette capacité et de cette force qu'elle n'avait pas demandé. Elle peut parfois aussi éventuellement s'en faire, pourquoi pas, le reproche, alors qu'elle n'y est bien entendu pour rien et même absolument rien. Mais il semble assez clair que dans certains moments de tristesse, ce genre de pensées peuvent forcément lui traverser un petit peu l'esprit. Alors, bien entendu, elle est très proche de sa sœur et cela l'aide à ne pas tomber dans un isolement complet. Mais on peine à imaginer les conséquences que pourrait engendrer une situation d'isolement complet sur une sorcière qui n'aurait pas ce soutien familial, même si ses parents ne sont plus là, qui demeure quand même important. Queenie ne semble pas avoir d'amis. Certains hommes s'intéressent à elle, elle ne les laisse pas indifférents. C'est le cas par exemple d'Abernathy. Mais globalement, il faut bien reconnaître qu'elle n'est pas très entourée, ce qui la fait apparaître forcément quelque peu en anomalie par rapport à tout le reste. Alors, on sait que les sorciers d'Amérique du Nord, et principalement le Makusa, depuis l'adoption des lois de Rappaport, a une véritable obsession, pour ne pas dire davantage entre nous, pour tout ce qui relève du secret, de la discrétion et globalement de la dissimulation. Ça, c'est quelque chose évidemment que nous connaissons absolument par cœur et sur lequel nous n'avons absolument aucun doute. Alors, pour être assez honnête, forcément, ce contexte, valable pour les relations entre sorciers et moldus, a des impacts aussi à l'intérieur même de la communauté des sorciers, où l'on voit bien que l'ambiance n'est pas du tout la même que ce que nous pouvons observer communément dans le ministère de la magie britannique, par exemple, même si, évidemment, on pourrait pondérer ce propos en fonction des expériences des uns et des autres. Dans un monde magique qui est gouverné par une politique du secret qui est aussi lourde que celle que l'on voit aux États-Unis, il faut bien reconnaître que c'est quelque chose de particulièrement pertinent et intéressant d'être un Legilimens, mais c'est surtout, vous l'aurez bien compris, un secret qui est très lourd à porter et des capacités qui sont très lourdes à accepter et à montrer au public. C'est à cette époque que nous commençons vraiment en fait à découvrir Queenie Goldstein qui se montre dans le premier volet se déroulant en 1926, franchement assez impressionnante et même intimidante tant elle semble maîtriser ses capacités magiques avec beaucoup de dextérité, mais aussi avec une certaine forme d'élégance qui rend particulièrement bien à l'écran, il faut le reconnaître.
Très vite, évidemment, le film va se diriger vers sa relation avec Jacob Kowalski et la manière dont cette dernière va évoluer est évidemment centrale dans le développement de Queenie Goldstein, dont on finit par comprendre qu'elle se sent totalement oppressée dans le monde des sorciers d'Amérique du Nord. Il est vrai que Jacob Kowalski tombe directement sous le charme de cette sorcière et ne semble aucunement choqué par ses dons, par sa magie, bien au contraire. Il s'agit surtout pour lui d'une découverte, mais surtout d'une impression et, on va le dire clairement aussi, d'un véritable coup de foudre. Coup de foudre d'ailleurs qui est réciproque, car Queenie Goldstein ne se sent pas du tout jugée, d'autant plus par un nom magique qui, dans l'esprit et la nomenclature d'une sorcière américaine, ne devrait pas représenter autre chose qu'un danger imminent et grave. En l'occurrence, elle sent bien que la relation se situe à un autre niveau et se montre prête à braver de très nombreux interdits, quitte à se retrouver plus qu'en délicatesse avec le Makusa et les lois de Rappaport, ainsi que vis-à-vis de sa propre sœur. Mais c'est dans Les Crimes de Grindelwald, le second volet des Animaux Fantastiques, que l'évolution du personnage de Queenie va devenir quelque chose de franchement central et qui va occuper une place même prépondérante dans l'histoire en développement des Animaux Fantastiques. Dès le début du film, on comprend que Queenie Goldstein n'a pas supporté le fait de se tenir éloignée de Jacob Kowalski et vice-versa d'ailleurs. Seulement, Jacob, lui, sait quels sont les risques rencontrés par Queenie en poursuivant cette relation et en allant plus loin. Il ne peut pas accepter de mettre en danger la femme qu'il aime, ce qui est absolument logique, il faut bien entendu le reconnaître. C'est à partir de ce moment-là que Queenie va commencer à déraper très sérieusement et que c'est aussi à ce moment-là précis que nous allons comprendre que la nature des dons qui sont ceux de Queenie Goldstein ne sont franchement pas simples à porter, à supporter et à aborder au quotidien. Devant le refus subi de Jacob Kowalski de fonder une famille, on sait que notre Queenie nationale ne va pas hésiter à le soumettre à un envoûtement assez puissant, lui faisant ainsi perdre toute volonté. On n'est pas très loin à ce stade de la catastrophe quand on commence à y penser. Et si, toute proportion gardée, nous faisons par exemple le lien avec une autre histoire de ce type, celle notamment de Merop-Kant et de Tom Jedusor qui a engendré, vous le savez, la catastrophe que nous rencontrerons dans Harry Potter. Une fois délivré de l'envoûtement par Norbert Dragono, Jacob Kowalski va conserver la même position, qui est une position protectrice, encore une fois, vis-à-vis de Queenie, mais que cette dernière ne peut entendre et ne peut franchement pas supporter. Partant du principe que sa vie s'effondre et ses coups roulent de manière totalement irrémédiable, en tout cas c'est ce qu'elle ressent à ce moment-là, elle va faire le choix de prendre la fuite et de rejoindre sa sœur en mission à Paris pour le compte du Makusa dans la traque de Grindelwald qui a réussi, vous le savez, son évasion de manière on ne peut plus impressionnante. Seulement, à Paris, Queenie Goldstein va se heurter à la solitude puisqu'elle sera en incapacité d'une part de trouver sa sœur et va vite se retrouver submergée par sa tristesse et disons-le par une forme même de désolation complète et totale. Inutile de dire que dans cette phase particulièrement difficile de sa vie, elle se retrouve dans l'impossibilité de maîtriser ses pensées et son pouvoir et son existence, mais surtout dans l'impossibilité de maîtriser évidemment son don de Legilimens et c'est là que tout va commencer à partir en cacahuète. Pour la première fois, tout du moins à l'écran, nous observons une Queenie totalement submergée et bien loin du personnage que nous connaissions jusqu'à présent. Queenie est devenue une femme profondément atteinte par le malheur et se retrouve envahie littéralement par toute la négativité et les pensées qui l'entourent sans réussir à fermer la porte ou à faire le tri. Totalement submergée, nécessairement, elle en devient vulnérable et même au-delà. Repérée par Vinda Rosier, dont on ne peut absolument pas douter qu'elle est loin d'agir par simple charité chrétienne, Queenie va se raccrocher à ce qui lui semble correspondre être une main secourable de la part d'une sorcière digne de confiance. Vinda Rosier, dont on vous parlera d'ailleurs prochainement dans une vidéo qui sera spécifiquement dédiée à son personnage, est, on le sait, une fidèle de Gellert Grindelwald. Mais cela, Queenie l'ignore sur le moment et accepte donc de se mettre à l'abri chez cette femme d'une grande dignité, d'une grande classe et qui fait preuve de ce que l'on pourrait appeler une certaine forme d'élégance à la française. Elle ne réalisera son erreur évidemment que beaucoup trop tard d'ailleurs, dans la mesure où elle se retrouvera confrontée à Gellert Grindelwald, auquel elle va s'opposer de manière très claire dans un premier temps, même si elle n'a absolument aucune chance de gagner face à un sorcier de cette trempe. Mais dans le cas de Queenie Goldstein et de cette vidéo, ce n'est pas nécessairement ce qui nous intéresse vraiment, vous l'aurez compris. Les capacités de Legilimens
qui sont celles de Queenie Goldstein, semblent jusqu'à présent n'avoir quasiment aucune limite. Mais pour la première fois, elle va se heurter à un sorcier qui dispose lui aussi de capacités prodigieuses, et notamment celle d'utiliser l'art de l'occlumencie, comme vous le savez. Pour se souvenir, l'occlumencie, c'est le seul moyen de défense connu actuellement contre la légilimencie. Cela veut dire que le sorcier qui la pratique est capable de mettre à l'abri des informations qu'il ne souhaite pas voir être révélées à quelqu'un qui tenterait de pénétrer éventuellement ses pensées dans un but malveillant. Inutile de dire que ce n'est absolument pas le seul avantage et la seule capacité de Gellert Grindelwald, qui est surtout un politique dans l'âme et qui est capable de faire preuve de capacité de conviction absolument phénoménale. Dans la discussion qu'il va installer avec Queenie Goldstein, il va se montrer suffisamment malin pour que cette dernière perçoive qu'en réalité, il représente la seule et unique solution pour résoudre l'ensemble de ses problèmes. Soyons très clairs, Queenie Goldstein n'est absolument pas dans son état normal, bien au contraire. Sinon, elle n'aurait pas été suffisamment bête pour rentrer dans le piège que lui tendait évidemment l'ennemi de Dumbledore. Quand une personne désespérée fait face à une période particulièrement cruelle et difficile de sa vie et de son existence, il faut bien reconnaître qu'elle ne réagit généralement absolument pas normalement. Et en l'occurrence, Queenie Goldstein ne réagit absolument pas normalement. Elle va laisser ses instincts les plus primaires prendre le contrôle et croire que les solutions faciles proposées par Grindelwald viennent apporter une réponse à son problème le plus pressant, à savoir sa relation, évidemment, vous l'aurez compris, avec Jacob Kowalski, sans prendre en considération les risques qui se présentent derrière les idées de Grindelwald pour le plus grand nombre. C'est d'ailleurs toute la force des dictateurs et des dictatures en général de surfer sur une logique populiste pour convaincre les populations qui sont souvent dans des situations de détresse, qu'elles soient économiques, sociales, politiques ou autres. Le choix de Queenie Goldstein de rejoindre Gellert Grindelwald est guidé en très grande partie par l'intense fatigue morale et la dépression qu'elle subit depuis déjà des années. Ce fait est clairement établi. Elle rejoint Grindelwald par choix, certes, mais surtout par amour pour Jacob Kowalski. Persuadée que son raisonnement est le bon et que Grindelwald saura résoudre toutes les problématiques auxquelles elle doit faire face, Queenie reprend donc petit à petit confiance en elle. Reste la question évidemment de convaincre Jacob Kowalski du bien fondé de cette idée et de cette opportunité, ce qui ne tardera pas d'arriver dans le mausolée d'Lestrange. En tout cas, elle va le tenter. Seulement, Jacob, qui a connu la guerre, faisant partie du corps expéditionnaire envoyé durant la Première Guerre mondiale en Europe, n'a absolument pas du tout l'intention, ni l'envie, ni l'ambition de participer à une seconde guerre mondiale et surtout, il ne veut surtout pas se laisser aveugler par le discours qui est tenu par Gellert Grindelwald, pourtant au sommet, on le sait, de son charisme et de sa puissance. Queenie ne comprend pas que Jacob ne puisse pas adhérer à la vision de Grindelwald, qui est encore une fois le seul à pouvoir leur permettre, toujours selon elle, de vivre leur relation à deux en amoureux et de fonder une famille. Face au refus catégorique de Jacob Kowalski de suivre Queenie, plus malheureuse que jamais, va donc considérer que si Jacob n'est pas en capacité de comprendre ce qui se passe à ce moment-là de l'histoire, il le comprendra plus tard une fois que Grindelwald aura pris définitivement le pouvoir. C'est ce qui va motiver la décision de Queenie de partir et de traverser le Protego Diabolica créé par Gellert Grindelwald. Dans les années qui suivent cette décision, rappelons que les secrets de Dumbledore sont censés se dérouler en 1931, même si certaines incohérences peuvent laisser penser qu'il s'agit en réalité de l'année 1928, Queenie Goldstein, on le sait, va se mettre pleinement au service de son nouveau maître, agissant un peu comme un garde du corps pour jauger de la crédibilité des individus, des informations ou des sources qui sont apportées à Grindelwald. Inutile de dire que dans la logique de guerre qui est celle de Gellert Grindelwald à ce moment-là de l'histoire du monde des sorciers, le travail pour Queenie Goldstein ne manque pas et est surtout extrêmement important. On ignore véritablement l'exacte nature des relations qu'entretiennent Grindelwald et Queenie Goldstein. Évidemment, n'y voyons rien d'amoureux ou d'amical, c'est pas le genre de la maison, vous l'aurez bien compris, on ne traite absolument pas de ce sujet-là. Grindelwald utilise ses collaborateurs, ses sbires, comme des denrées plus ou moins périssables, qui ont un intérêt plus ou moins fort en fonction des moments et dont il ne se soucie franchement, globalement, que très très peu. En cela, on peut imaginer qu'il n'y a vraiment absolument aucun affect qui existe entre Queenie et Grindelwald, ça semble être le cas de manière totalement évidente. Ce qui demeure certain, c'est que le temps de la crise passée, on peut penser de manière assez légitime que Queenie Goldstein va vite comprendre
que Grindelwald ne joue pas totalement le jeu de la transparence et lui dissimule un certain nombre d'informations. C'est probablement l'une des premières fois qu'elle se retrouve confrontée à une personne capable de faire usage de l'occlumencie et qui maîtrise cette capacité à un tel niveau qu'elle ne peut pas percevoir tout ce qui se cache derrière. On ne peut qu'imaginer que cela la désarçonne quelque peu et la pousse donc dans ses retranchements et probablement l'amène à se poser un certain nombre de questions. Par simple réciproque, elle va commencer petit à petit à prendre une forme de distanciation vis-à-vis de Grindelwald en omettant de lui signaler certains faits ou certaines pensées qu'elle peut capter, comme dans le cas par exemple d'Aurelius Dumbledore qui entretient une correspondance que l'on sait être relativement laconique avec son père Aberforth et dont il vaudrait mieux que Grindelwald ne soit pas au courant. Dissimuler des informations à Grindelwald, en soi, c'est un signe assez clair de prise de distance, même si elle ne l'affiche pas de manière ostensible. Elle sait qu'elle s'en ouvrira à Aurelius Dumbledore un moment ou un autre, qui dissimule lui aussi beaucoup de choses, ce qui permettra de créer une forme de complicité entre les deux. Mais pour être très clair, il est évident que Queenie Goldstein ne se sent plus à sa place à ce moment-là chez Grindelwald. Par contre, elle a bien compris qu'elle n'avait pas vraiment d'autre choix que de suivre le mouvement, sous peine de se mettre en risque personnellement et donc par nature de fragiliser sa position avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer par derrière. Queenie Goldstein a donc compris très tardivement, et il faudra que Jacob lui rappelle, que la voie choisie par Grindelwald est un non-sens complet et qu'il était nécessaire d'emprunter un autre chemin peut-être plus long, peut-être plus difficile, mais qui existe et qui demeure et qui est celui de l'amour et qui se soldera évidemment par le mariage qui vient sceller les secrets de Dumbledore. Ces dons sont très complexes, c'est une évidence. Ils sont autant une bénédiction qu'une malédiction. Mais ce qui demeure évident, c'est que dans l'histoire de Queenie Goldstein, il existe toujours un moyen de s'en sortir et c'est toujours le moyen pour s'en sortir, celui qui passe par l'amour. Ça a toujours été la vision, vous le savez, de J.K. Rowling. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait vous dire sur l'histoire de Queenie Goldstein et sur la manière dont elle contrôle ou pas ses dons. Nous, c'était un sujet qu'on trouvait intéressant d'aborder parce que ça permettait de revenir sur ce personnage que nous aimons vraiment beaucoup et dont l'interprétation par Alison Sudol, même si on n'est pas toujours d'accord avec ses prises de position personnelles, nous semble vraiment, pour le coup, franchement, assez incroyable. Vraiment, on aime beaucoup ce personnage, on aime beaucoup son histoire. Alors, on ne sait pas s'il y aura encore des choses à dire sur Queenie Goldstein dans les prochains volets, quand ils verront le jour, puisque nous continuons évidemment à espérer, mais comptez sur nous, en tout cas, pour continuer à parler un petit peu de ce personnage assez fascinant dès qu'on en aura l'occasion. Et là, pour le coup, c'était l'occasion qui se présentait de pouvoir parler un petit peu de la légilimencie après vous avoir parlé de l'occlumencie, vidéo que vous pouvez évidemment retrouver sur notre chaîne. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures. À très bientôt.